Bonjour à tous, donc nous reprenons le chapitre concernant l'introduction au monde quantique, là où nous étions arrêtés, c'est-à-dire aux petites applications, des petits calculs, alors qui peuvent être faits soit à la calculatrice si elle est historisée, ou alors très souvent que ce soit à l'écrit ou à l'oral, en ordre de grandeur. Donc ça, ce sont des choses que vous devez savoir faire sans aucun doute. Alors, donc, au niveau de cette application, déterminer l'énergie d'un photon de longueur d'onde 632,0 nanomètres. On vous demande d'abord la valeur en joules, puis en électronvolts. Donc vous connaissez l'énergie associée à un photon, E égale h nu, autrement dit hc sur lambda. Application numérique qui suit, donc 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules secondes fois 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde divisé par la longueur d'onde, donc 632,8 nanomètres. Alors, en application numérique avec la calculatrice, vous trouvez en joules 3, là on voit d'ailleurs que vous avez quasiment, là si vous deviez le faire en ordre de grandeur, vous voyez qu'il y a 663 et 632, c'est quasiment, vous pouvez simplifier en ordre de grandeur, donc là ce serait 10 puissance moins 2, 663 divisé par 632, donc 10 moins 2, fois 10 moins 34, moins 36, fois 10 puissance 8, et 10 puissance moins 9 ici qui remonte dans 10 puissance 17, vous trouvez 10 puissance moins 19. Donc, et à l'application numérique correcte, c'est 3,14 10 puissance moins 19. Alors, c'est une énergie extrêmement petite, ici joule, et c'est pour ça qu'a été introduite l'électronvolt, dont la conversion est, vous connaissez déjà, vous l'avez manipulé, 1 électronvolt, 1,6 10 moins 19 joules, ce qui vous donne donc une énergie en électronvolt de 1,96 électronvolts. Donc, dès que vous trouvez, si vous trouvez plutôt des énergies qui dépassent, enfin pour une particule donnée, qui dépasse l'ordre de grandeur de l'électronvolt, c'est que vous êtes trompé quelque part. Pour plusieurs particules, les moles, etc., il n'y a pas de souci, mais pour une seule, ou alors il faut vraiment que vous ayez des vitesses très importantes et pour des particules. Là, il s'agit juste d'un photon. Alors, combien y a-t-il de photons dans un faisceau laser de puissance P égale 1 mW? Donc, vous imaginez un faisceau d'électrons, n'importe quoi, de photons qui passent à travers une certaine surface pendant un intervalle de temps. Et justement, quand on vous donne une puissance, pour trouver l'énergie contenue dans le faisceau, il va falloir que vous considériez une certaine durée. Alors, le plus simple, pour convertir en joules, vous pouvez prendre pendant une durée de 1 seconde. Si vous prenez 1 milli, ça ira très bien. Et si vous faites 1 seconde, le nombre de photons qui passent à travers la section, c'est l'énergie du faisceau sur l'énergie d'un photon. L'énergie du faisceau divisé par l'énergie d'un seul photon. Donc là, vous avez P fois la durée delta T que vous avez choisie, si vous avez choisi 1 seconde, sur l'énergie d'un photon qui est donc h nu, on a écrit précédemment. Et donc vous trouvez à ce moment-là 3,18 en respectant les 3 chiffres significatifs. Ici on a 1,2, donc 3,2, 1,0 pardon, 3,2 10 puissance 23 photons. Donc vous trouvez un nombre extrêmement important de photons pendant 1 seconde qui passe à travers une section S du faisceau laser. On passe à l'exemple suivant. Donc il s'agit d'étudier l'effet photoélectrique. Alors, une photocathode en potassium est éclairée par une lampe spectrale au mercure. On utilise différents types de filtres optiques afin de sélectionner à chaque fois une seule longueur d'onde émise par la lampe. Et vous avez, en mesurant, sorti l'énergie cinétique des électrons émis par effet photoélectrique. Alors, donc, si on fait un petit schéma, vous avez, comme lors du cours précédent, eh bien, le métal, les photons qui arrivent, et alors on va peut-être mettre l'autre symbolique justement, plutôt ceci, voilà, et les électrons qui s'en vont.
Alors, à quel domaine de fréquence appartient chaque longueur d'onde? Ah oui, c'est pour vous rappeler un petit peu les domaines. Le visible, vous connaissez que c'est 380, pardon, on va dire 750. Donc là, tout ça, c'est du visible. Et pour les photons les plus énergétiques, donc de longueur d'onde inférieure, c'est de l'ultraviolet. Donner la couleur correspondante, si la longueur d'onde appartient au visible. Alors là, du 405, bah, c'est du violet, c'est très proche de l'ultraviolet. 436, c'est encore du violet. 546, c'est du vert. Et 577, 579, c'est un doublet jaune. Grâce à la conservation de l'énergie, exprimer le lien entre nu, EC et W, le travail d'extraction du potassium, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour arracher un électron au métal. Alors ça, on l'avait fait déjà l'autre jour. On va pouvoir l'écrire directement. Donc, B, l'énergie totale des photons, elle se répartit entre d'abord l'énergie nécessaire pour arracher un électron au métal, plus l'énergie cinétique des électrons lorsqu'ils partent du métal. On peut remplacer l'énergie du photon, c'est h nu, W, plus l'énergie cinétique, comme ceci. Et puis la question, c'est de déterminer la valeur de la constante h, pour la question C. C'est ça l'inconnu. Alors que dans l'énoncé, on vous donne, alors pas exactement nu, on vous donne lambda, donc ça c'est donné directement. Ici, presque donné, je vais mettre entre guillemets, presque donné, parce qu'on vous donne lambda. Donc si je transforme directement avec une expression en faisant intervenir lambda, et bien vous avez hc sur lambda égale w plus ec. Et là, l'inconnu, c'est ceci. Voilà, normalement, ça vous saute aux yeux quasiment que vous avez une fonction affine. Si vous tracez EC égale f de 1 sur lambda, et bien le coefficient directeur vous donne HC. J'écris EC, c'est bien HC fois 1 sur lambda moins W, vous avez AX plus B. Et donc lorsque vous tracez, ce qui vous est demandé à déterminer la valeur de la constante H, et bien, lorsque vous le faites à la calculatrice, et bien, donc vous avez là, ceci moins W, non, avec un W qui va être négatif, il faut, j'ai mal disposé celui-ci, je vais le disposer là, voilà. Donc, on précise toujours ce que vous représentez, donc ici on ordonnait EC, et 1 sur lambda en abscisse. Alors la calculatrice vous donne un R carré de 0,9959. Là, un A à 1,99 10 puissance moins 25 et un B à moins 3,69 10 puissance moins 19. Donc de la valeur de A ici, vous en déduisez que HC est égal à A, vous en déduisez donc H égale A sur C, et vous trouvez à peu près 6,63, en fait 6,63, 10 moins 34 joules seconde. Donc ça c'est pour la question petit c. La question D, pourquoi n'observe-t-on rien avec la raie verte et les raies jaunes du mercure? Tout simplement parce que ces longueurs d'onde sont trop peu énergétiques. Elles sont, elles sont de longueur d'onde trop élevée, donc d'énergie trop faible pour parvenir à arracher, à vaincre le travail d'extraction du potassium. Donc on va rédiger ça. Hop. Les longueurs d'onde. Hop, donc lambda égale 500
46 nanomètres et lambda égale 578 en fait, 577, 578 sont trop élevés. Correspondent à des fréquences trop basses pour vaincre le travail d'extraction, pour vaincre le travail d'extraction, pour vaincre l'énergie d'attachement des électrons au métal, travail d'extraction du potassium. En fait, vous avez dépassé, vous êtes en deçà, pardon, l'énergie du faisceau de photons est inférieure à l'énergie d'extraction du travail d'extraction du potassium. Donc, voilà pour ça. Question E, maintenant. Déterminer le travail d'extraction du potassium, déduire la longueur maximale, lambda max, permettant l'effet photoélectrique sur le potassium. Et en fait, ce qu'on a fait précédemment, juste plus haut, nous permet, parce que, par identification, hop, ici, le petit b, c'est moins w. Donc, on a b égale moins w, et donc, on a utilisé le travail d'extraction 3,69 plus puissance moins 19 joules, autrement dit à peu près 2,31 électronvolts, et vous en déduisez comme ça le lambda max. Lambda max atteint pour... En fait, les électrons repartent avec une vitesse nulle du métal, à la limite, atteint lorsque les électrons quittent le métal avec une vitesse nulle. C'est la limite physique. Le métal avec V égale 0, donc l'énergie cinétique égale 0, autrement dit, hop, autrement dit, eh bien, vous en déduisez W lambda max, tout simplement, comme EC égale 0, égale HC sur W, et vous en déduisez à peu près 539 nanomètres. Vous vérifiez quand même, alors, on va regarder les valeurs, vous vérifiez quand même que ce 539 nanomètres se situe bien en deux, voilà, entre la dernière règle qui permet l'extraction des électrons et celle qui ne permet plus l'extraction des électrons. Donc c'est cohérent. Vous pouvez encadrer, souligner la valeur numérique. Dernière question, pourquoi avoir choisi ce métal pour réaliser une expérience d'effet photoélectrique si c'était un autre élément qui aurait pu être utilisé? Alors ça c'est fait pour lier la physique et la chimie. Le potassium c'est un alcalin. Donc le potassium... métal très réducteur. C'est-à-dire va céder des électrons très facilement. Donc, je rédige des électrons externes. Son électron externe, enfin, un électron externe plutôt que des, sinon on va céder un électron externe. Son électron externe très facilement. Vous auriez pu utiliser n'importe quel élément appartenant à la famille des alcalins, le lithium, le sodium, sodium. Vous pouvez trouver les mêmes exercices avec le sodium, le rubidium aussi, le francium, le césium qu'on a vu dans la vidéo concernant la famille des alcalins, etc. Bon, donc ça c'est une petite application, pas de aucune difficulté. Donc là on vient de voir que nous pouvions nous rapprocher à un comportement, que la lumière pouvait être vue, enfin plutôt on pouvait considérer que dans certaines expériences la lumière avait un comportement ondulatoire, dans certaines expériences on se disait qu'elle avait un comportement corpusculaire, et bien pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réaliser la même analogie pour cette fois les particules? Alors cette transition, donc, passons au grand toit, dualité onde-particule de la matière. Alors ça, cette
prévision, elle a été faite assez tôt. Donc vous voyez, 1923, Louis de Broglie a eu l'idée qu'effectivement qu'à la matière, on pouvait associer une longueur d'onde. On a appelé donc à ce moment-là onde de matière. Et cette longueur d'onde était telle que, donc on l'appelle lambda de Broglie. Lambda de Broglie correspond, donc ça c'est vraiment à la matière. On associe une longueur d'onde. Donc un proton, un neutron, voilà. Je précise, un proton, électron, neutron. On associe une longueur d'onde telle que la valeur est égale à la constante de Planck divisée par la quantité de mouvement de la particule. Or, pour une particule, la quantité de mouvement, c'est le produit m fois v. Donc, on a ça au niveau de l'expression de la longueur d'onde associée à, cette fois, une particule, un système matériel. Donc là, De Broglie, il a juste prédit ça, et donc 4 ans plus tard, c'est extrêmement proche entre la théorie et la preuve expérimentale, Davisson et Germer observent donc la figure de diffraction qui se situe en dessous ici. Voilà, donc là, il y a des électrons qui sont accélérés sous une certaine différence de potentiel, et ils sont projetés donc, sur une cible en nickel. Et ils sont, donc il y a une partie qui, forcément, ils subissent l'interaction entre eux-mêmes et la cible en nickel, et une partie qui est donc, ils sont déviés, et subissent un phénomène de diffraction, et voilà la figure. On observe comme s'il s'agissait simplement de la figure de diffraction reçue par un faisceau laser qui passe par exemple à travers un trou. Pas qu'un trou d'ailleurs, pardon, une grille percée de trous. Alors, quelle était la vitesse de ces électrons? Sachant qu'on vous donne leur énergie cinétique. Voilà. Application numérique, on va passer directement. Donc là, la tube du poly, c'est vrai que je n'ai pas insisté là-dessus, ça va être une succession de petites applications numériques liées aux expériences qui ont mis en évidence le comportement corpusculaire et ondulatoire de la matière. Donc au niveau des applications numériques, on a en fait l'énergie cinétique est égale à... En fait, là, on dit qu'ils avaient... Oui, on a vu maintenant le chapitre hein, sur le champ E et le champ B. Donc, vous savez que quand on impose une différence de potentiel de 54 volts, EP égale QV, delta EP égale QU, eh bien, en fait, la variation d'énergie cinétique, delta EC plus delta EP, égale 0, on ne considère aucune force non conservative. C'est pour ça qu'on a l'énergie cinétique 54 électronvolts. Donc maintenant, de toute façon, vous auriez pu répondre à la question même sans savoir ça. Vous savez que l'énergie cinétique d'un électron, c'est 1/2 de m vitesse de l'électron au carré. Vous en déduisez, j'aurais pas dû l'écrire là, on va pas écrire ça là. Hop. Donc, question 1, EC égale 1/2 de m v carré. Vous en déduisez la vitesse qui est égale à 2 EC sur m d'un électron à la puissance 1/2 et vous trouvez à peu près donc 4,35 10 puissance 6 mètres par seconde. Donc, question, bah oui, j'avais même, avant d'avoir lu, la mécanique classique peut-elle être appliquée? Oui, rappel, lorsque la mécanique classique peut être appliquée si vous avez des vitesses de système qui restent inférieures à c sur 10. Donc, méga classique, ok. Question 3. Quelle était la longueur d'onde de De Broglie associée à ces électrons? Alors, on va utiliser la définition de la longueur d'onde de De Broglie. H sur P, vous venez d'obtenir la vitesse, donc la quantité de mouvement. Et vous en déduisez 1,67 fois 10 puissance moins 10 mètres en ordre de grandeur. Et c'est pour ça que là, on arrive à pourquoi est-ce qu'en fait, ces expériences, alors faites déjà avoir l'idée, mais aussi, comparez donc aux paramètres du cristal, faites le lien avec le phénomène de diffraction auquel vous êtes habitué. La longueur de onde de De Broglie des particules, c'est de l'ordre de l'angstrom.
eh bien c'est exactement la même distance que les longueurs atomiques, enfin exactement, pardon, c'est le même ordre de grandeur que les distances interatomiques, donc dans la cible de nickel. Donc en fait, c'est les électrons qui sont projetés rencontrent des obstacles de la longueur d'onde, d'un ordre de grandeur, de leur longueur d'onde, comme vous avez lorsque vous avez un faisceau laser, où vous avez une certaine ouverture ici, R, lorsque on va appeler ça, hein, ça c'est classique pour la lumière vue par une onde, lorsque R de l'ordre de lambda, diffraction, et bien là, donc là c'est un laser, lambda, et bien là maintenant vous avez des particules, donc je les matérialise par des petits points comme ceci, et là vous avez des cristaux. Donc les cristaux sont séparés par un paramètre de maille A, et là ici, donc vous avez lambda de Broglie associé aux électrons, et lambda de Broglie du même ordre de grandeur que A, diffraction de particules. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est la diffraction par des particules, par un système, par un cristal, diffraction d'électrons. Donc voilà pour la conclusion. Maintenant, évidemment, on va poursuivre avec autre expérience. Donc ça a été fait avec des électrons. Et bien, un tout petit peu plus tard, donc en 45, quand même, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, oui, et bien, diffraction, 20 ans plus tard, excusez-moi, diffraction par des neutrons. Alors, par contre, les neutrons, on peut voir l'expression qui est ici déjà, les neutrons ont une masse beaucoup plus élevée que les électrons, de l'ordre de 2000 fois. Donc ça veut dire que la longueur d'onde qui va être trouvée va être beaucoup plus basse. Donc il va falloir eh bien, modifier la vitesse, et donc c'est beaucoup plus difficile de faire la diffraction par des neutrons, et après on va voir par des molécules, etc. plus tard. Donc, alors vous lisez le petit document, diffraction de neutrons. Les neutrons sont ralentis dans l'eau lourde, donc on les ralentit pour atteindre une longueur d'onde de l'ordre de 10-10 mètres, qui est du même ordre de grandeur que la distance interatomique dans les matériaux solides. Sachant que, effectivement, eh bien, la masse, je répète, la masse des neutrons est plus élevée, donc il faut les ralentir pour arriver au même ordre de grandeur pour un solide. Le lambda de Broglie est le même, doit être le même pour pouvoir utiliser la diffraction pour un solide. Et on passe donc à la diffraction d'électrons. Alors donc on a parlé de diffraction, justement, excusez-moi, et là on va passer aux interférences d'électrons. Alors, la manipulation, je ne l'ai pas lancé, vous lancerez la vidéo. Alors, vous allez dire, il n'y a aucune différence entre la vidéo qu'on a vue l'autre jour. Ah si, parce que là, ce sont des électrons qui, eux, vont former la figure d'interférence que vous observez. Vous vous dites, mais ça ressemble comme des gouttes d'eau à des interférences photon par photon. On fait passer des électrons un à un à travers un dispositif semblable à l'éléphant de Joule. Et lorsque l'électron arrive sur le détecteur, il provoque l'émission de 500 photons. Donc là, on représente, c'est grâce à un photodétecteur, on arrive à repérer l'impact d'un électron sur le photodétecteur. Alors, petite application numérique. De grandeur, on vous dit que le débit d'électrons de l'ordre de 50 kV, c'est 10 puissance 3 électrons par seconde, déterminer la distance moyenne entre chaque électron passant à travers les fentes. C'est la même idée que tout à l'heure, hein. Vous avez C pour les électrons. Il faut mais il faut ne pas se tromper entre vous considérez les photons, des électrons, des neutrons, etc. Qui est qui. Vous avez donc là des électrons, un demi de m d'électrons carrés. Vous en déduisez leur vitesse, ils passent à travers une fente, enfin les deux fentes comme ceci, si on peut représenter comme ça, les deux fentes. Et on veut déterminer leur vitesse. Donc 2 EC sur n à la puissance 1,5, ça vous donne à peu près 1,3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc là, on n'est pas tellement relativiste. Attention,
on n'est pas tellement classique, pardon. V, les électrons sont relativistes. Considérés comme relativistes, même sont considérés, devraient être. Mais comme on ne vous donne rien dans l'énoncé, eh bien, vous poursuivez avec ce qu'on vous donne, relativiste. Vous n'avez pas à retenir les corrections relativistes. Donc, vous avez la vitesse et vous savez que on vous dit 10 puissance 3 électrons par seconde. Ça veut donc dire que vous avez un électron. C'est pas très compliqué, hein, ça ne sert à rien ce que j'écris, mais bon, un électron toutes les 10 puissance moins 3 secondes, toutes les millisecondes. Et donc, ce qui veut dire, c'est qu'en 10 moins 3 secondes, un électron parcourt, eh bien, D égale V fois delta T, et donc vous trouvez à peu près 133 km. Donc entre deux photons, entre deux électrons consécutifs, 1,3 fois 10 puissance 5 mètres, 133 km. 10 puissance 3 électrons par seconde, qui animés chacun de la vitesse 1,3 10 puissance 8 mètres par seconde, sont séparés de 133 km. Voilà pour cette petite application numérique, il faut que vous soyez à l'aise avec ce genre de calcul. Et on passe, alors vous allez dire ça fait un petit peu catalogue, mais c'est pour voir un petit peu tout ce qui a été fait et ce qui continue à être fait au niveau des interférences et des diffractions d'éléments. Donc on a vu, c'est pas le on, mais vous constatez donc qu'on est capable de faire des interférences d'électrons. Eh bien, des interférences d'atomes, c'est exactement pareil, possible aussi. Donc deux fentes, là, elles sont représentées sur le schéma du dessous, là, pardon. Vous avez ici les deux fentes, et donc des atomes de néons piégés. Le diamètre du piège est l'ordre de 1 mm, donc c'est-à-dire qu'ils sont maintenus, freinés, extrêmement freinés, et après on va les libérer pour qu'ils puissent tomber. Alors, donc on utilise des atomes piégés refroidis à 2,5 millikelvin, et en fait c'est ça le T égale 2,5 millikelvin, c'est ça le nerf de la guerre, c'est la température. Avant, impossible d'atteindre de telles températures. C'est pour ça que ça a été extrêmement long avant que les interférences d'atomes soient faites. Vous voyez la date 1991. Alors, pour vous, c'est encore hyper loin, mais c'est extrêmement récent. Et il fallait atteindre des températures extrêmement basses pour pouvoir freiner les atomes, parce que plus les atomes sont, plus les molécules, les entités sont grosses par rapport à un électron passé à un atome, vous multipliez donc par 1000 la masse, eh bien il faut que vous réduisiez la vitesse, donc il faut les freiner, et qui dit freinage dit température extrêmement basse, dit énergie cinétique intrinsèque extrêmement basse. Et donc ça c'est difficile à faire, c'était difficile, c'est toujours, mais maintenant c'est fait, c'est plus faisable. Et donc vous observez la figure d'interférence comme celle-ci. Et ensuite, donc ça s'enchaîne, 1999, encore plus récent, des interférences de molécules. Donc vous avez vu celle-ci du fullerène. Alors c'est pas celle-là, pardon. Ça c'est du tétraphénylporphyrine qui est ici. Mais le fullerène, le ballon de football, vous avez dû voir ça, 60 atomes de carbone reliés. Et vous allez regarder la petite vidéo sur YouTube qui vous montrera tout ça. Donc ce que vous devez retenir de ces 3 paragraphes, c'est que au niveau quantique, que ce soit la matière ou la lumière, eh bien, on peut observer les comportements, justement, pour la lumière, un comportement corpusculaire, c'est-à-dire des impacts, photon par photon. Donc on peut associer une entité particulière qui s'appelle le photon, à cette entité on associe une énergie, une quantité de mouvement. Et de la même façon, aux particules, qui sont pourtant matérielles, donc en masse, on peut leur associer une longueur d'onde, la longueur d'onde de De Broglie, qui est égale à H sur P, la P étant la quantité de mouvement. Donc là, la difficulté des exercices, ce sera de bien identifier les systèmes sur lesquels vous travaillez et de savoir quelle grandeur associer à quel système. Ne pas vous tromper, est-ce que je considère un électron ou un photon par exemple, dans le cas de l'effet photoélectrique, vous avez d'abord des photons qui arrivent,
électrons qui sont émis. Donc être bien au clair sur ça. Voilà, donc on arrête là pour ce cours-là. Donc demain, suite du chapitre, avec cette fois des choses qu'on aura déjà un petit peu abordées sur le chapitre concernant la structure électronique de l'atome. On va revenir sur la notion de probabilité de présence.